suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Hello les Frenchies, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout dernier épisode de la saison 3 du podcast avant de ma grande pause estivale qui se terminera en septembre. Alors c'est parti. Après des années dans leur routine métro, boulot, dodo à Paris, il était temps pour Virginie et son mari de réaliser ce rêve qu'ils avaient gardé dans un petit coin de leur tête, vivre ailleurs. Ils vendent tout et partent en tour du monde avec leurs 3 enfants, tout en gardant en tête de trouver le pays où ils voudront s'installer. Vous l'aurez compris, c'est en Australie qu'ils se sont tout de suite sentis chez eux, avec ces grands espaces, cette nature à perte de vue et ce sentiment de sécurité. Ensemble, on revient sur ce parcours du combattant qu'est l'expatriation et sur toutes les étapes qu'ils ont traversées pour réaliser ce rêve. Car de retour en France, c'est là que l'attente interminable a commencé pour obtenir leur visa. Enfin, Virginie nous racontera ce jour tant attendu du grand départ pour l'Australie depuis la France, et bien sûr, leur quotidien australien et tout ce que cette aventure leur a apporté. La morale de cette histoire, toujours croire en ses rêves, mais ça, on le savait déjà, mais surtout, ne jamais rien lâcher. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de la solaire Virginie. Salut Virginie! Bonjour! Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est gentil. Avec plaisir, j'adore inviter des personnes que mes auditeurs me recommandent. Et c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se rencontre. Ça me fait très plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à raconter notre aventure et à parler de voyage. Donc c'est toujours avec grand plaisir. Merci. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les auditeurs. Donc nous donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et en 2-3 mots nous dire ton parcours pro. Alors je m'appelle Virginie, je viens d'avoir 40 ans, je suis originaire du Pas-de-Calais en France, où j'ai grandi, j'ai passé une bonne partie de ma vie. Ensuite j'ai passé un peu plus de 10 ans à Paris, où avec mon mari, on a eu nos 3 enfants. Mon mari lui est originaire d'Ardèche. Et puis voilà, on a passé un peu plus de 10 ans à Paris avant de partir du coup pour notre aventure en tour du monde. Ok, et tu fais quoi dans la vie ? J'ai un parcours en marketing digital, donc j'ai travaillé longtemps en agence de communication, puis dans un grand groupe en marketing digital à Paris. Et là, je fais toujours du marketing digital maintenant à Sydney. Trop cool, donc on fait la même chose toutes les deux. C'est ça. Eh bien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'aimerais bien que tu nous parles de l'origine de ta passion du voyage. Alors, je ne sais pas si on peut dire que j'étais une passionnée du voyage. En fait, enfant, je dis on parce que mon mari et moi, on a à peu près la même histoire, on va dire, en termes d'enfance et de voyage étant petit, mais on n'avait jamais beaucoup voyagé avec nos familles respectives. Et puis un jour, il est venu avec cette idée de partir en tour du monde en famille. Nos enfants, à l'époque, avaient 5, 4 et 2 ans. Et puis moi, je suis plutôt une bonne suiveuse, c'est-à-dire que je suis pas forcément celle qui va avoir l'idée folle, mais voilà, je suis contente qu'on me l'apporte et je suis une bonne compagnon de voyage. Et on s'est dit pourquoi pas, après tout, là on a l'opportunité de le faire. Et je suis toujours assez partante pour tenter des nouvelles choses, donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et la passion du voyage s'est développée à partir de ce tour du monde, en fin de compte. Et après, on a continué à faire pas mal de voyages et à aimer ça. Donc finalement, avant ce tour du monde, vous n'aviez pas trop voyagé à l'étranger ? Pas énormément. On avait fait quelques petits voyages tous les deux avant d'avoir les enfants. Mais bon, c'était pas des énormes aventures, on va dire. Mais on était allé une fois en Chine, on avait fait quelques voyages un petit peu en Europe, mais plutôt des séjours assez courts. On travaillait beaucoup et on n'avait pas forcément encore eu beaucoup le temps et d'occasion de faire de beaux voyages.
Moi, j'avais aussi un autre questionnement comme ça, c'était par rapport à ton mari. Donc, je comprends que c'est à peu près la même chose tous les deux. Mais peut-être que tu peux nous dire quel type de voyageuse tu es quand vous partez en voyage. Alors nous, donc, ce premier grand voyage en tour du monde en famille, on l'a fait de manière assez préparée. On aime bien, on est des aventuriers, mais on n'aime pas non plus partir sans être préparé. Et du coup, voilà. Et mon mari surtout passe beaucoup de temps à bien préparer les voyages. Et après, on aime bien découvrir. On est assez mobile, c'est-à-dire que par exemple, pendant le tour du monde, on n'a pas passé plus de 2 nuits, je pense, au même endroit à chaque fois. Donc on bougeait quand même beaucoup. On a découvert beaucoup de pays sur 9 mois. Et on aime vraiment découvrir, vivre plein d'aventures, en profiter au maximum sur le temps passé dans chaque endroit qu'on a l'habitude de faire. On aime bien optimiser aussi, c'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher le moins cher, mais en tout cas on va chercher le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est important aussi pour nous de faire un voyage qui est assez optimisé et qui nous permet de nous dire, ben voilà, on l'a bien préparé, on a fait ce qu'il fallait faire aux endroits où il fallait le faire et je pense qu'on est assez organisé. En termes d'équipement, on voyage assez léger, on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Maintenant, on est assez organisé, on a chacun nos petites pochettes, nos petits sacs à sac, on sait quoi prendre et on arrive à voyager assez léger. Donc aujourd'hui, nous, on va parler de l'Australie, de votre vie en Australie. Mais je pense que pour parler de l'Australie, il faut quand même remettre un peu dans le contexte et justement de parler de ce tour du monde finalement. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle, personnelle, au moment de cette prise de décision? Déjà, tu nous disais que c'était ton mari qui avait donné l'idée, mais est-ce que tu peux nous planter un peu le décor? Donc en fait, cette idée arrive, on est à Paris, on a bossé depuis 10-12 ans de manière assez intense, sans beaucoup beaucoup profiter et prendre beaucoup de temps pour nous. Et puis on arrive à un moment où on est un petit peu à faire un choix, on va dire, à continuer. Moi, je suis dans une grande entreprise, donc globalement tous les 2 ans, on change de poste, on essaye d'évoluer, etc. Mon mari, lui, avait lancé son entreprise et il était dans un passage où il avait la possibilité de la vendre. Donc l'idée, c'était est-ce qu'il relance tout de suite un autre business ou est-ce qu'on attend un petit peu? Et c'est là où s'est créée l'opportunité, en fait, de se dire, on a la possibilité de faire un break tous les deux en même temps, ce qui est assez inouï. Et donc, c'est maintenant ou, alors faut pas dire maintenant ou jamais, mais en tout cas, c'était un bon moment pour prendre une année pour nous. Et en se disant, de toute façon, on a toujours voulu essayer de vivre un petit peu à l'étranger, donc l'idée, c'est de partir, on fait notre voyage et on essaye de ne jamais revenir à Paris et on se trouve un autre projet pour la suite. Et le temps du voyage nous permettra de savoir un petit peu mieux de quoi on a envie, où on a envie de se poser, est-ce qu'on trouve un endroit coup de cœur, et puis d'affiner un petit peu les critères, on va dire, pour la vie d'après. Donc on est parti dans cet état d'esprit-là. On a fait donc notre voyage de 9 mois avec un gros coup de cœur d'abord pour la Nouvelle-Zélande, il faut le reconnaître. Donc on a failli s'arrêter en Nouvelle-Zélande. Et puis finalement, après la Nouvelle-Zélande, on a fait l'Australie. Et là, on s'est dit que ça correspondait encore un petit peu mieux à ce qu'on recherchait. Et donc c'est de là où on a décidé en fait de venir s'installer en Australie. Mais alors tu dis, on avait déjà parlé de vivre à l'étranger, mais alors donc vous n'étiez pas très voyageur, pas très aventurier, et pourtant vous aviez dans un petit coin de la tête cette idée que votre vie, vous vouliez la continuer peut-être dans un autre pays. En fait, on s'est rencontrés à l'école, donc on était étudiants, et je pense qu'on avait tous les deux un petit peu cette frustration de justement pas avoir énormément voyagé, peut-être par rapport à tous nos camarades de classe qui avaient déjà vécu des trucs incroyables avec leurs parents, etc. Et on s'était dit, génial, nous, après les études, direct, on va s'installer quelque part et on fait une expérience à l'étranger. La réalité, c'est que c'est pas forcément évident, juste en sortant de l'école, de trouver des stages de qualité ou du moins un des premiers emplois de qualité à l'étranger sans avoir forcément beaucoup d'expérience auparavant. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on aurait du mal à trouver deux boulots super pour nous deux. Et puis on a eu des belles opportunités à Paris. Et pour nous, Paris, c'était déjà en fait une belle aventure, parce que comme on venait de province tous les deux, on avait nos prêts étudiants à rembourser. On s'est dit, c'est quand même chouette d'avoir des bons stages de fin d'études qui vont nous ouvrir des portes vers des bons premiers jobs aussi. Et puis on fait un petit bout de vie à Paris, et puis on remettra ce projet par la suite. Donc finalement, ça s'est fait un peu comme ça, et puis le temps passe assez vite. Donc, on avait dit on ferait jamais les enfants à Paris, c'est pas une ville pour faire des enfants. Et puis finalement, on a eu nos 3 enfants à Paris, et ça s'est quand même bien passé, mais on a essayé de rattraper le coup un peu après, du coup. Ok, je comprends mieux. Et alors, donc, mais on va peut-être pas faire tout le tour du monde, puisqu'on va vraiment parler de l'Australie aujourd'hui, mais peut-être, justement, tu peux nous raconter quand vous êtes arrivé en Australie. Peut-être vos premières impressions déjà quand vous êtes arrivé, puisque j'ai l'impression que vous cherchiez un petit peu
durant ce tour du monde, est-ce qu'on a envie de s'installer ou pas? Est-ce que ça nous plaît, etc. Je voulais que tu nous racontes un peu vos premiers pas en Australie. Ce qu'on a beaucoup aimé en Australie, c'est vraiment la nature, en fait. Enfin, ce côté de vivre dehors tout le temps, d'avoir de grands espaces dehors, c'est vraiment ça qui nous a plu au premier abord. On a aussi eu un sentiment de sécurité qui était important pour nous par rapport aux enfants et de se dire qu'on pouvait laisser les enfants aussi s'épanouir et vivre un peu tranquille sans toujours avoir peur de se faire piquer un truc ou de se perdre. Enfin, il y a quand même un vrai sentiment de sécurité, en tout cas ici à Sydney, qui était important pour nous. Et puis, le climat, on cherchait aussi un endroit où il faisait plutôt beau, donc voilà. Où on parlait anglais, parce qu'on s'est senti plus à l'aise en anglais que dans d'autres langues. Donc voilà un petit peu les critères et la réflexion. Et puis après, on en a déduit que c'était aussi l'endroit où il y avait un bon compromis entre cet accès justement à la nature, à l'espace, aux activités extérieures, au sport, etc., tout en ayant quand même une vraie dynamique en termes de densité de population, d'activité économique, d'opportunités professionnelles, etc. Et tout ce chemin, c'est aussi ce qu'on a... En fait, c'était un peu la réflexion qu'on a eue pendant le voyage, parce qu'en partant, on s'est dit, mais si ça se trouve, on n'en sait rien, on va vouloir aller se mettre sur une plage déserte et vendre des poissons sur la plage, et puis du tout avoir accès à ce monde un peu fou, avec la course effrénée au travail, etc. Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte qu'on avait besoin de monde, on avait besoin de... alors pas forcément de se remettre à Paris, où il y a vraiment une densité trop importante et une vie très urbaine, mais néanmoins avoir accès à du monde, avoir des rencontres, avoir ce dynamisme un petit peu en termes de population et d'accès aux opportunités. Donc du coup, c'était un peu le bon compromis. Donc vos premières impressions quand vous arrivez en Australie? Ah ben waouh, c'est vraiment le côté des paysages grandioses, des plages magnifiques, une côte vraiment extraordinaire. Enfin tout le tour de l'Australie, les côtes sont vraiment magnifiques et les plages sont incroyables. Enfin c'est sauvage. Vous êtes resté combien de temps? On est resté 6 semaines, si je dis pas de bêtises, pendant le tour du monde. Donc en faisant un bon petit tour entre Melbourne, toute la côte jusqu'à Brisbane en camping-car. Wow. Et puis après un saut de puce en avion pour faire le centre rouge. Et puis également Darwin au nord. Et ensuite on est parti vers l'Asie. Est-ce que tu veux bien nous raconter vos plus beaux souvenirs là, de ce pays durant ce tour du monde? En fait, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est vraiment l'expérience aussi de voyage en camping-car. Donc c'est plutôt cette expérience de vie et de voyage, de vivre comme ça en camping-car, d'être libre de nos mouvements, de choisir les activités tous les jours en fonction de la météo, de combien de temps de route on a envie de faire, des rencontres, donc c'est vraiment ce sentiment de liberté de voyager en camping-car, ça c'est vraiment génial. Et l'Australie s'y prête très bien. La Nouvelle-Zélande aussi et l'Australie, donc c'est vraiment 2 pays en camping-car que je recommande vraiment de faire parce que c'est le meilleur moyen, je trouve, pour vraiment découvrir le pays, les gens, profiter des paysages, se mettre au rythme aussi du pays. Et puis après, ce qu'on a aimé, c'est beaucoup les animaux aussi. C'est toujours impressionnant de voir son premier kangourou, de voir ses premiers koalas. Ça reste... et même encore aujourd'hui, après 4 ans, on est toujours les yeux qui brillent quand on en voit. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ces grandes plages... c'est vraiment un pays fabuleux. Il y a plein de paysages différents à découvrir. Est-ce que tu te souviens du moment où vous dites ok, c'est ce pays, c'est ici qu'il faut qu'on vive? Alors je m'en souviens très bien parce qu'on était en train de pique-niquer dans les Blue Mountains, donc c'est un peu, on va dire, à 2 heures de Sydney, plus dans les terres. Et c'est là où on a pris la décision en fait de s'installer à Sydney et donc on fait notre pique-nique, on repart en camping-car pour une autre destination et là au bout de je sais pas une demi-heure, 3/4 d'heure, on se regarde, on se dit mince, tu as repris l'ordinateur? Ah non, et du coup on s'est rendu compte qu'on avait oublié notre ordinateur sur la table de pique-nique dans une aire dans un parc. Donc on fait demi-tour en se disant bon laisse tomber, c'est mort, on va nous l'avoir pris, et on y retourne. Et là il y avait un kangourou qui était à côté de notre ordi et l'ordi n'avait pas bougé. Et on a récupéré l'ordi, on est reparti, on s'est dit mais ça peut arriver qu'en Australie et que l'ordi soit toujours là. Et même si si quelqu'un l'avait pris, on était sûr qu'il l'aurait emmené en fait dans une office du tourisme ou dans le premier commerce d'à côté et que les gens ne l'auraient pas piqué en fait. Donc ça ça a été la petite anecdote et c'était ce jour-là où on a vraiment décidé de venir s'installer. Et vos enfants étaient au courant que vous aviez ce projet pour après le tour du monde ou c'est quelque chose que vous avez gardé vraiment pour vous? Non, on en parlait un peu avec eux. Bon, ils étaient petits, donc je pense pas qu'ils comprenaient tout à l'époque, mais
Mais si, on a toujours été assez transparent avec eux. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui permet aussi aux enfants d'accepter les décisions des parents et de faire partie des aventures. C'est de les inclure aussi assez tôt dans les discussions et de leur expliquer le pourquoi des choses. Parce que sinon, je trouve que c'est ça qui est plus difficile pour eux, de les trimballer à droite à gauche sans comprendre pourquoi et d'où on vient. C'est peut-être un peu plus dur pour eux. Alors que quand eux comprennent pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui va nous plaire, ça nous permet de les embarquer dans le projet finalement et de leur faire mieux accepter et que eux prennent plaisir aussi après à découvrir cette nouvelle tranche de vie ou du moins cette nouvelle aventure. Donc à ce moment-là, vous leur dites nous, l'Australie nous plaît pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis Voilà, donc là on commence à leur en parler. Après on a toujours pris un peu de précaution quand même parce que la réalité c'est que c'est quand même très dur de venir vivre ici en termes d'accès au visa, etc. C'est ça, on va en reparler plus longuement. Ouais, donc du coup, on essaye aussi de pas créer trop d'attentes et d'impatience de leur côté, parce que pour eux, le temps représente pas forcément la même chose que nous, et ils peuvent être beaucoup plus vite impatients que nous. Donc bon, on leur en parle, mais avec toujours un petit peu de précaution et pas de promesses non plus dont on sait qu'on pourra peut-être pas les tenir. Bah ouais. Alors, vous rentrez en France. Est-ce que vous avez déjà fait quelques petites recherches, par exemple, au niveau immigration pendant ce tour du monde, une fois que vous vous dites on veut être en Australie, ou c'est vraiment en France que vous réfléchissez? Comment ça se passe? Donc, quand on s'apprêtait à quitter Sydney en fait pour continuer notre voyage, et comme on avait pris la décision de creuser cette piste-là pour s'installer, on y passe finalement un petit peu plus de temps, on visite une ou deux écoles, on discute un peu plus avec d'autres gens, on discute avec des agents d'immigration. Donc déjà là, on avait entamé plus ou moins les démarches un peu plus concrètes pour revenir ici. On termine notre voyage tout en continuant un petit peu par email, etc., les échanges avec l'agent d'immigration. Et puis en rentrant en France, on annonce donc la nouvelle aux parents en se disant on pose les bagages quelques mois ou quelques semaines, ça devrait aller vite. On a un dossier de demande de visa en cours, donc dès qu'on a le visa, on repart. Dire, c'est quoi leur réaction? Un petit peu déçu forcément parce qu'on a choisi quand même un pays qui est très très loin de la France. Et ce qui n'était pas notre critère au départ. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait visité l'Australie et la Nouvelle-Zélande pendant le tour du monde en se disant on n'y retournera jamais, c'est tellement loin, on va jamais vivre aussi loin de nos parents, c'est vraiment... c'est pas possible quoi. C'était le seul critère qui nous plaisait pas, c'était la distance. Et puis finalement les autres ont pris le dessus et on s'est quand même dit finalement ce n'est qu'à 24 heures de vol de la France, c'est pas infaisable. Donc voilà, un peu déçu parce que c'est très loin. Après ils étaient contents pour nous et dès là, on avait déjà fait ce premier départ en tour du monde et ils avaient compris déjà qu'on avait des envies d'ailleurs et qu'ils pourraient pas nous garder longtemps à côté d'eux. Donc je pense qu'ils avaient déjà fait un petit peu leur chemin, mais un petit peu déçu. Alors, tu dis, on avait commencé notre demande de visa. Alors, comment ça se passe concrètement pour obtenir quelque chose? Alors, il y a plusieurs chemins possibles. Nous, la difficulté, c'est qu'on n'avait plus d'entreprise à l'époque pour nous soutenir, donc parce qu'on avait lâché nos boulots respectifs et on était un petit peu les mains dans les poches. Et la façon la plus simple aujourd'hui, la plupart des gens, c'est qu'ils se font expatrier par leur entreprise. Ça permet d'avoir un sponsor et l'accès au visa est un petit peu plus simple dans ces cas-là. Si la personne a des compétences recherchées dans un certain domaine. L'Australie maîtrise beaucoup son immigration et en gros, ils ouvrent les vannes sur les métiers pour lesquels ils ont besoin de main-d'œuvre et ils ferment sur ceux où ils veulent privilégier les Australiens. Donc c'est assez, ça a le mérite d'être clair. Pour nous, à l'époque, il y avait une piste justement en marketing qui nous permettait d'accéder à un visa permanent automatiquement. Donc c'est ça qu'on voulait, parce qu'on voulait garder aussi notre liberté qu'on avait un peu acquise au départ en tour du monde et pas forcément retourner dans un système où on se fait sponsoriser par une entreprise, du coup on est pieds et poings liés avec l'entreprise, etc. Donc on entame cette démarche-là qui dure quelques mois pour au final avoir un refus de visa sur cette piste-là. Donc là, un peu remise en question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on abandonne? Et puis on se dit non mais on continue, tant pis on attaque le plan B, on cherche un sponsor. Donc là, on repart plutôt dans une démarche où on recherche une entreprise pour nous sponsoriser. Et puis, on réseaute un petit peu sur LinkedIn. Avec une offre d'emploi, en fait, qui pourrait correspondre
au profil d'un de vous deux, c'est ça? Voilà. Et donc, en cherchant un petit peu, on se met en contact avec d'autres personnes sur LinkedIn. Mon mari passe des visios avec des gens qui sont devenus de très bons amis depuis et qui, eux, nous mettent en relation avec d'autres personnes qui cherchaient des associés pour lancer un projet. Et puis, mon mari s'est associé avec eux et c'est eux qui ont pu le sponsoriser. Donc, ça s'est fait comme ça, au final. Et donc, ça dure combien de temps, finalement, le délai, quoi? Nous, ça a pris 1 an et demi. C'est très long, je pense. Quand même, hein. Mais parce qu'on a aussi fait une première démarche qui n'a pas abouti. Donc, on a perdu, dans l'histoire, on a un peu perdu 6 à 9 mois quasiment. Parce que si la première option avait fonctionné, voilà. Après, il y en a pour qui ça va très vite. Ça dépend vraiment du moment auquel on pose la candidature. Ça dépend du type de visa. Ça dépend du métier recherché à ce moment-là. Si on tombe un moment dans dans une période où notre métier est recherché et qu'ils ont besoin de quelqu'un, ça peut aller très très vite. Donc malheureusement, il n'y a pas de règle vraiment et faut bien se renseigner, passer beaucoup d'énergie et de temps à bien comprendre comment ça marche, à bien décortiquer les options, discuter avec le plus de gens possible parce que tout le monde, même les agents d'immigration, n'ont pas tous la compétence et la connaissance à un moment donné parce que ça change tout le temps. Donc, faut vraiment prendre son destin en main et explorer toutes les pistes possibles. Et donc, c'est un visa de combien de temps? Donc, nous, à l'époque, c'était un visa de 4 ans renouvelable. Donc, ça aurait pu faire 4 ans plus 4 ans et qui menait également à la résidence permanente. Ce qui n'est pas le cas de tous les visas aussi. Donc, faut faire attention à ça. Là, en ce moment, c'est beaucoup plus des visas de 2 ans, renouvelables éventuellement une fois, mais qui ne mènent pas à la résidence permanente. Donc ça, à nouveau, ça dépend des compétences. C'est ça. Et alors, mais pendant tout ce temps-là, pendant ces plus d'1 an et demi, où est-ce que vous logez? Quel est votre mode de vie à ce moment-là? Ouais, chez les parents. Donc là où on leur avait dit, non, on reste quelques semaines et on repart, en fait, ça a duré 1 an et demi, donc ils ont été bien gentils de nous accueillir pendant tout ce temps, avec nos cartons et nos meubles dans le garage. Donc, plus en région parisienne? Non, on était à la campagne, en Ardèche, avec les gens, les parents de l'école qui tous les jours nous demandaient « Ah, mais vous êtes encore là? Vous n'êtes toujours pas partis en Australie ?» Non, on n'est toujours pas partis en Australie, on attend notre visa. Donc c'était un peu dur l'attente. On regrette pas aujourd'hui, mais... Quand on sait exactement le temps que ça prend, par exemple, si vous aviez su, on vous avait dit ça mettra tant de mois, c'est moins dur d'attendre que quand tu es dans une période de latence où tu as l'impression que rien n'avance et tu sais pas quand ça va arriver en fait. Je crois que c'est le pire. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, on se serait organisé différemment en fait. Si on avait su que ça durait 1 an et demi, on se serait peut-être installé ailleurs, ou en tout cas on aurait loué une maison ou acheté une maison. Enfin, on se serait organisé différemment. Là, le fait de jamais savoir si ça allait durer 1 semaine de plus ou 1 mois de plus, on s'est dit, non, on va pas se réinstaller si on voulait être mobile du jour au lendemain. En fait, dès qu'on a eu le visa, après on est parti. Donc on a toujours hésité à se réinstaller, à réemménager, etc. pour pouvoir être facilement mobile. Mais du coup, au final, c'était pas le bon choix. On aurait dû se réinstaller, mais ça, on pouvait pas savoir. Ça, on saura jamais. Ça, c'est terrible. Mais alors, donc, une fois que ça y est, vous savez que vous pouvez partir, combien de temps vous mettez à partir? Comment est-ce que vous avez organisé votre arrivée sur place? Alors là, mon mari est parti en repérage, donc on a dû avoir l'accord du visa vers le mois d'octobre, je crois, ou début novembre. Mon mari part de mi-novembre à mi-décembre en repérage pour du coup rencontrer quand même ses associés, s'assurer que le fit va bien se faire et que tout va bien se passer, commencer à repérer un peu les maisons, etc. Il revient donc passer les fêtes de Noël et puis on redéménage tous ensemble en janvier pour s'installer vraiment là-bas. Donc après, ça a été assez vite en fait. Vous aviez quelque chose à votre arrivée? Oui, au final, il avait déjà trouvé en fait en partant en repérage. Et puis le temps de faire partir le container avec nos meubles en fait, donc on a emménagé dans cette maison vide, on n'avait pas encore nos meubles, etc. Mais bon, on a campé quelques semaines et puis après le container est arrivé. Mais Au niveau de l'école, est-ce que je me trompe ou c'est les vacances d'été de toute façon, en janvier encore? Alors tu as raison, les écoles australiennes sont sur le calendrier inversé, donc la rentrée scolaire se fait en février et les grandes vacances sont en fait en décembre-janvier. Nous, on a fait le choix de mettre les enfants à l'école française à Sydney, donc eux sont sur un calendrier plutôt de l'hémisphère nord, donc ils ont leur rentrée en mi-août et finissent l'année scolaire en juin. Donc c'est un peu un mix entre c'est plutôt basé sur le calendrier de France,
avec une légère adaptation au niveau des vacances pour correspondre aussi un petit peu au rythme d'ici. Donc ils ont un peu plus de vacances en décembre, un peu moins en juillet. Bon, il y a des petites adaptations, mais globalement l'année scolaire démarre en août et finit en juin. Donc nous, ils sont arrivés en fait en milieu d'année. Et puis alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter vos premiers jours en Australie, comment vous vous êtes installés, etc. Après, l'adaptation ici s'est très bien passée, c'était assez rapide, on a très vite rencontré beaucoup de monde, notamment via les enfants, via l'école, via leurs activités sportives, etc. On n'a vraiment pas été déçus de notre choix, assez vite on était contents de la qualité de vie, l'accès à la plage, toutes les activités sportives que les enfants ont pu faire, leur capacité à apprendre la nouvelle langue super rapidement, enfin on a vraiment été enchantés assez vite. Donc non, ça nous a tout de suite plu. Forcément, il y a des hauts et des bas d'abord parce que c'est loin, parce qu'on met du temps à se refaire aussi un réseau d'amis très proches, c'est-à-dire qu'en fait, assez vite, on rencontre beaucoup de monde et on a énormément de copains. Et puis après, il y a cette phase où on a besoin aussi de retrouver un petit peu des relations un petit peu plus intenses et avoir vraiment un petit cercle de confiance comme on pouvait avoir avant, on va dire en France ou avec nos amis d'enfance, etc. Et ça, nécessairement, ça prend un petit peu plus de temps, mais... Ouais, je trouve que enfin, en tout cas, pour nous, ça a été la partie la plus difficile. On était heureux dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'était sur le social où, justement, vraiment avoir des amis proches qui a été le plus difficile, je trouve, à gérer. Ça prend un peu de temps, hein. Et puis, enfin, je sais pas comment c'est au Canada, mais en tout cas ici, il y a une population d'expatriés français quand même qui est assez importante, notamment du fait de l'école française, hein, parce que beaucoup d'expatriés viennent s'installer là, de France ou d'autres pays d'ailleurs, c'est très très international. Mais du coup, il y a beaucoup d'allées et venues, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de départs. Donc au début, les enfants se sont fait des amitiés, et puis au bout d'un an ou deux, les gens partaient, donc c'était pas évident non plus à chaque fois de ah bah mince, pourquoi il est déjà parti? Bah oui, mais parce que les gens souvent viennent passer 2 ans, puis après ils partent, ils changent de boulot. Donc après d'identifier aussi les cercles de gens qui sont là pour une durée un petit peu plus importante ou qui sont là pour rester vivre ici ou qui vivent ici depuis toujours. C'est ça aussi qui est un peu voilà. Mais bon. C'est ça, du coup ces personnes-là ont aussi un peu le même objectif d'avoir des vraies amitiés entre guillemets quoi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre quotidien australien? Pour le coup, le quotidien australien, c'est vraiment le rêve, notamment pour les familles. Alors nous, on l'a pas vécu avant les enfants, et je pense qu'avant les enfants, c'est top aussi. Mais en tout cas, en termes de vie de famille, c'est vraiment génial. On a pris l'habitude maintenant de se lever tôt, de faire le sport le matin avant d'aller à l'école et au boulot. Les enfants passent la journée à l'école, ils finissent assez tôt l'école par rapport à peut-être aux horaires des écoles françaises. Donc ils ont aussi, eux, beaucoup d'activités sportives après la classe. C'est-à-dire ils finissent vers quelle heure? Ils finissent à 3h30. Ok, donc après ils ont les activités Donc après sportives. ils ont le temps de faire leurs entraînements, leurs activités, ou d'aller à la plage l'été, ou de voir leurs copains, d'avoir du temps libre. Faire les devoirs, etc. Et puis voilà. Et puis les week-ends, c'est beaucoup la plage, beaucoup des petites marches. Les activités sportives fonctionnent au semestre, donc il y a les sports d'hiver entre guillemets, et les sports d'été. Donc là l'hiver c'est beaucoup les sports collectifs. Donc le samedi matin c'est le foot, le rugby. Donc ça c'est les moments aussi sociaux importants, on va dire, avec dans la vie des Australiens. Donc ça c'est sympa aussi d'être sur le bord du terrain avec son hot dog et les autres parents le samedi matin. Donc ça, c'est des moments qu'on aime bien aussi. Et du coup, tu me parles vraiment de l'équilibre vie familiale, école, etc. Et avec le travail aussi, tu ressens ça, pareil? Oui, en fait, je trouve que les gens ici ont quand même un équilibre vie pro, vie perso qui je trouve, est beaucoup plus agréable en tout cas que ce qu'on a vécu à Paris. Un peu plus sain. Ouais, un peu plus sain, un peu plus tourné vers la famille. Donc, et je le vois, je suis toujours marquée quand tu vois le mercredi après-midi sur les terrains de rugby pour les entraînements, etc., où il y a plein de papas, de mamans, et on voit qu'ils sont en tenue enfin, il y en a beaucoup qui sont encore en costume, etc. Donc, on voit bien qu'ils ont travaillé et qu'ils sont pas hommes ou femmes au foyer, entre guillemets, mais quand même qu'ils ont le temps de venir l'après-midi voir leur enfant faire leur sport. Et c'est des choses qui sont assez acceptées. Je vois dans les entreprises, il n'y a aucun problème à dire qu'il y a une réunion parents-prof ou il y a un spectacle à aller voir ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui va être mal vu de prioriser, on va dire, son enfant quand il en a besoin à un moment dans sa vie scolaire ou dans sa vie perso. Donc
Donc ça, je trouve, c'est plutôt agréable et très déculpabilisant par rapport à ce qu'on a pu vivre à Paris. Donc ça, c'est assez chouette. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui diffèrent de la France, mais voilà, de manière très positive pour toi? Bah nous, ce qui nous a tout de suite plu, en fait, et qu'on a ressenti dès le voyage, c'est ce côté très enthousiaste tout le temps, très positif. Ce côté un peu, j'ai pas peur, quoi. Et c'est vrai que c'est un pays où il n'y a pas de chômage. Tout va bien, enfin tout va bien. Je caricature évidemment, hein, je dis pas qu'il y a zéro problème, mais en tout cas, et je veux juste nuancer, je parle de Sydney parce que c'est ça qu'on connaît le mieux. J'imagine qu'il y a peut-être des coins où c'est un peu moins privilégié. Là, je pense qu'on est dans un coin extrêmement privilégié. Mais en tout cas, dans l'ambiance et l'atmosphère ambiante, ça se sent énormément. Les gens sont juste contents, les discussions sont très légères tout le temps, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... ouais, les gens sont cool en fait, et toujours positifs, et pas trop peur du lendemain, et s'ils en ont marre à un moment du boulot, bah, ils arrêtent, puis ils changent. C'est très facile de changer, de se réorienter. Il n'y a pas ce côté très angoissant de se dire, mais si je quitte mon CDI dans cette branche-là, sur ce secteur d'activité-là, c'est foutu, j'arriverai jamais à me réorienter ou à trouver autre chose. Donc il n'y a pas cette angoisse-là, et je pense que ça joue beaucoup aussi dans l'esprit des gens. Et je me rappellerai toujours les premiers jours où j'arrivais à l'école en courant, en me disant je suis en retard, et je criais sur les enfants, et la maîtresse qui arrive et dit oh là, mais détendez-vous madame, on est à Sydney là, c'est pas grave. et tous les gens qui arrivaient à la cool, qui entendaient la sonnerie, qui disaient ah bah génial, on est juste à l'heure. Et je disais mais on n'est pas juste à l'heure, ça a sonné, on est en retard. Et eux qui étaient très détendus, très à la cool, et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ah, c'est clair. Et t'as d'autres exemples comme ça à nous donner? Bah ça c'est celui voilà auquel je pense, mais c'est vrai que c'est agréable. Ils sont très tournés vers les enfants, très détendus en fait. C'est quand même assez agréable, je trouve. Et même au boulot, les gens sont du coup très efficaces, je trouve aussi, parce qu'il y a ce côté cool, mais en même temps pas non plus je m'en foutiste. C'est-à-dire que, enfin en tout cas là moi dans l'expérience professionnelle que je vis actuellement, je sais pas si je peux généraliser à toutes, mais en tout cas bah, les réunions commencent à l'heure, terminent à l'heure, il y a un agenda, on n'est pas là pour discuter d'autres choses et de perdre du temps, parce qu'effectivement, bah, peut-être qu'à 5h30, on a envie d'avoir fini parce qu'on va aller surfer, on va aller chercher nos enfants, donc peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, au moins dans la journée, on est super efficace, on passe pas 2 heures à déjeuner le midi, donc c'est très intense en même temps, mais je trouve avec une certaine efficacité finalement. C'est parce qu'en France, on a beaucoup de réunions à rallonge, de pauses déjeuner à rallonge, pas mal de petites pauses café toute la journée, et du coup on part tard, quoi. Bah c'est ça, c'est ça. Je me faisais encore la réflexion le week-end dernier, je trouve qu'on a des vies qui sont très très speed et complètes, mais parce qu'on fait beaucoup plus de choses finalement, parce qu'à la fois on arrive à faire du sport, on arrive à passer du temps avec les enfants, on arrive à travailler, on arrive à voir les copains, à faire des fêtes le samedi soir, et à voyager en même temps. Et du coup... je me sens pas moins fatiguée entre guillemets parce qu'on fait plein de choses, mais au moins c'est plus complet et beaucoup plus varié que où je me rappelle il y a 10 ans de ça encore à Paris où c'était que le boulot et puis un petit peu les enfants le soir, mais c'était que le boulot, puis le week-end on était crevés et on n'avait pas le temps d'avoir prévu des choses ou de faire grand chose, donc Ouais, je comprends. Là, t'as vraiment la sensation de vivre, quoi, de c'est vraiment vivre, et plus d'attendre des congés ou des week-ends lointains c'est pour faire ça. des choses. Est-ce que tu veux qu'on développe sur une autre thématique, quelque chose de particulier là, sur votre vie en Australie? Bah, là, en ce moment, forcément, le contexte est un peu particulier. On sort de Covid, voilà, les restrictions ont vraiment été très lourdes, mais je pense que ça a été le cas pour tout le monde, hein. J'imagine que pour vous au Canada, pareil, c'était assez pesant. Donc, Ah, on vient d'enlever le masque il y a 6 jours. oh là là. Tout récent, nous. Ouais. Donc forcément, là, les 2-3 années qui viennent de s'écouler ont été quand même particulières, hein. Donc là, on s'en remet tout doucement et on espère qu'on va retrouver aussi une vie normale en termes d'aller-retour aussi avec la France, parce que nous, le deal de départ, c'était quand même d'aller loin, mais si on peut revenir quand même quand on veut pour les vacances ou pour voir les proches. Donc là, forcément, on s'y est pas retrouvé beaucoup là, ces derniers temps, mais on espère que ça va s'arranger. Donc voilà, non, moi pour le terminer, je voudrais juste encourager les gens qui ont ne serait-ce qu'un petit bout de rêve dans leur tête ou une envie de faire quelque chose, d'y aller et de pas risquer de regretter après, parce que
Je dis pas que tout va bien se passer, tout n'est pas tout rose, il y a des difficultés, il y a des moments où où c'est pas simple, mais à la fin ça vaut le coup et c'est toujours une belle aventure à vivre et je trouve que ça vaut le coup de se donner les moyens d'essayer de vivre des choses un peu différentes. Peut-être aussi, tu pourrais nous parler des différentes fêtes australiennes, celles que toi tu t'apprécies le plus. C'est aussi nous parler des Noëls sans neige, au soleil, les barbecues, tout ça. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, le Noël c'est forcément le plus impressionnant parce que faire Noël au soleil, ça a toujours un goût un peu particulier. On a toujours un peu du mal à se dire que c'est Noël, c'est-à-dire que je pense que culturellement on est trop habitué à faire des Noëls en intérieur avec des repas à rallonge, etc. Donc c'est sûr que ça a pas la même saveur, mais c'est une période de l'année qui est très agréable ici parce qu'il fait beau, on est dehors. C'est l'été, c'est des périodes qu'on aime beaucoup. Ça a moins le charme de Noël, des pays où c'est l'hiver, ça c'est certain. Mais l'ambiance est très agréable. Et puis du coup en juillet, ils font ce qu'ils appellent Christmas in July dans certains endroits. Donc il y a des petits marchés, des petites patinoires d'extérieur, des choses comme ça qui sont organisées en juillet. Donc ça c'est assez rigolo. Donc ils essaient de recréer un petit peu cet esprit de Noël en hiver du coup, donc en juillet. Donc c'est assez marrant. Et il y a d'autres fêtes importantes vraiment australiennes? Ah bah après, ils fêtent beaucoup Australia Day et Anzac Day. Donc ça, c'est juste une journée, mais bon, c'est des jours fériés et en général, c'est assez festif. Ce qui est sympa aussi ici et qui est assez différent pour le coup, je trouve, de la France, c'est que les gens ont tendance à beaucoup fêter dehors. C'est-à-dire que les gens se reçoivent moins les uns chez les autres, j'ai l'impression que ce que nous on pouvait faire en tout cas d'habitude. Et même pour les anniversaires, les choses comme ça, la tendance c'est quand même beaucoup d'aller se mettre dehors sur une table de pique-nique, d'inviter tout le monde et chacun amène sa viande à faire griller sur les barbecues publics, etc. Et les fêtes se font beaucoup dehors plus que chez les uns et les autres. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que ça t'a apporté, toi, sur le plan personnel, cette vie en Australie? Je trouve que ça nous a apporté beaucoup dans notre vie de famille, c'est-à-dire que le fait d'être aussi loin, tous les 5, c'est vrai que je trouve que ça crée en tout cas une relation de famille assez forte entre nous 5. C'est difficile à matérialiser ou à expliquer, mais c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on partage beaucoup avec nos amis aussi qui vivent ici, qui ressentent la même chose. On a rencontré des gens formidables et on a vraiment des belles amitiés qui se sont créées ici. Je pense aussi parce que comme tout le monde est loin de sa famille, et je pense à la fois aux expatriés, mais aussi aux Australiens qui vivent ici, parce que Sydney, c'est aussi une ville qui est pas très vieille et où il y a beaucoup de gens finalement qui sont pas nés ici, qui sont venus ici, mais qui ont de la famille soit ailleurs en Australie, soit en Angleterre, soit au Canada, Donc on est beaucoup quand même à pas avoir nos parents, nos frères et sœurs ici. Donc finalement, les fêtes des mères, les anniversaires, les communions, toutes les fêtes un petit peu importantes, on les passe avec nos amis et les dimanches, on peut pas aller déjeuner chez les parents, hein, donc on se fait des déjeuners avec les amis et tout, et ça nous apporte aussi des relations très très fortes avec les gens qui nous entourent ici, donc ça c'est quand même très précieux. Je trouve qu'en termes d'ouverture culturelle, d'ouverture aux autres, pour les enfants, c'est quand même incroyable et c'est vraiment une belle expérience à leur offrir. Et puis même pour nous, culturellement, on a appris beaucoup aussi des autres. C'est un environnement très international, très multiculturel, donc c'est assez intéressant aussi de découvrir différentes personnalités, différentes cultures, etc. Ça, et du coup, les enfants commencent à être bilingues déjà? Ouais. Ça va assez vite en fait, hein. Et bien qu'ils soient à l'école française, donc les 3/4 du programme sont en français, mais ils font quand même aussi le programme australien. Et malgré ça, ils ont très vite appris l'anglais et le maîtrisent très très bien. Waouh! C'est génial, ça c'est un beau cadeau à faire à ses enfants, je trouve. C'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, en plus avec le décalage horaire monstrueux qu'on a entre le Québec et Sydney, parce que toi t'es déjà demain pour moi. C'est vrai. C'est complètement fou. Et j'aimerais beaucoup qu'on conclue cet épisode, tout simplement avec toi qui encourage des personnes qui ont toujours rêvé de partir à l'étranger, ou en tout cas qui ont cette petite idée dans la tête, mais qui n'ont jamais osé en fait se lancer.
Ouais, bah à nouveau, moi je trouve que c'est vraiment une aventure personnelle et de famille super enrichissante et passionnante. Donc si après c'est pas fait pour tout le monde, je pense que ceux qui ont voilà qui ont vraiment pas à qui ça traverse vraiment pas l'esprit, bah il faut pas le faire pour dire je l'ai fait. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui voilà qui trotte un petit peu dans votre tête, bah donnez-vous les moyens de le faire. Rien n'est impossible et ça vaut le coup. C'est vraiment voilà, on en sort vraiment enrichi. Nous, ça nous a en tout cas apporté beaucoup et on regrette pas du tout notre choix. Et puis si on avait regretté, enfin en fait on s'est toujours dit, dans tous les cas on regrettera pas de l'avoir fait. Si ça se passe pas aussi bien que prévu ou si finalement ça nous plaît pas par rapport aux attentes qu'on s'était fixées et qu'on en ressent une certaine déception, ben on peut toujours rentrer. Et rentrer et reprendre la vie d'avant, c'est toujours plus facile que de partir. Donc voilà, faut oser y aller et puis si ça va pas, ben on change et rien n'est irréversible donc allez-y. Et si je peux vous aider ou répondre à vos questions, n'hésitez pas voilà, à me contacter aussi ou via Adèle, mais je serais ravie de pouvoir vous aider ou continuer à partager mon expérience. Génial, bah, merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Ça fait super plaisir d'échanger avec toi et puis d'apprendre à te connaître et découvrir un petit peu plus cette aventure australienne. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça m'a fait plaisir de reparler de tout ça avec toi. À bientôt. À bientôt. Bye. C'est la fin de cet épisode, mais aussi la fin de cette saison 3. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, mois par mois, épisode par épisode. Je suis plus que reconnaissante de tout ce que vous m'apportez au quotidien avec vos petits messages, vos propositions de témoignages, vos recommandations d'invités, vos avis sur Apple Podcast qui comptent énormément pour le faire connaître, et puis bien sûr tous vos partages, que ce soit sur les réseaux sociaux et les partages que vous faites aussi tout simplement à vos proches pour faire découvrir le podcast. C'est grâce à vous que le podcast en est là aujourd'hui et que j'en suis là aussi et que je continue et que je ne lâche rien et que je suis aussi régulière. Ça, c'est vraiment à vous que je le dois. Alors merci beaucoup. Maintenant, il est temps pour moi de faire une pause estivale pour me reposer, me ressourcer et me laisser le temps de trouver des très belles histoires de voyageurs. Alors on se dit à dans 2 mois les Frenchies pour septembre. Bonnes vacances à tous!